Bonjour. Aujourd'hui, on va remonter le fil d'une histoire assez surprenante. Une histoire qui commence avec des différences physiques chez les grands singes pour nous mener jusqu'au cœur même de nos relations modernes. Alors, pourquoi est-ce que les gorilles mâles font plus du double de la taille des femelles, mais pas les humains? C'est une bonne question, non? Et pour y répondre, on va voir qu'une simple observation du règne animal, ça pourrait bien nous donner une clé essentielle pour nous comprendre nous-mêmes. Pour commencer à dénouer ce mystère, il faut d'abord jeter un œil du côté de nos plus proches parents, les grands singes, et s'intéresser à un concept clé, le dimorphisme sexuel. Regardez ce graphique. Le contraste est frappant. D'un côté, les gorilles. Les mâles peuvent être plus de 2 fois plus lourds que les femelles. C'est énorme. Et de l'autre, nous, les humains, où la différence, elle est beaucoup moins marquée. Alors voilà, ce qu'on observe là, ça porte un nom scientifique, le dimorphisme sexuel. En gros, c'est simplement le terme qu'on utilise pour décrire toutes les différences d'apparence, de taille, entre les mâles et les femelles d'une même espèce, au-delà bien sûr des organes reproducteurs. Et si on regarde les chiffres pour les autres grands singes, ça devient très parlant. On voit tout de suite où l'être humain se place. Notre dimorphisme à nous, il est assez faible. On est beaucoup plus proche des chimpanzés et des bonobos que, disons, des gorilles ou des orang-outans. Ok, donc la différence de poids est moins grande chez les humains. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que ce n'est pas qu'une question de kilos sur la balance. C'est aussi, et peut-être surtout, une question de composition de ce poids. Et c'est ça qui nous amène à une idée un peu plus fine. On ne parle pas seulement de dimorphisme de masse, mais de ce qu'on pourrait appeler un dimorphisme fonctionnel. Autrement dit, la vraie différence, elle est dans la fonction du corps qui dépend de comment la graisse et le muscle sont répartis. Si on regarde la composition moyenne du corps féminin, on voit qu'il est, disons, optimisé pour stocker de l'énergie. Et ça, c'est absolument fondamental pour la grossesse et l'allaitement. A l'inverse, le corps masculin, lui, a en moyenne une proportion de masse musculaire plus importante, ce qui le spécialise plutôt pour la puissance, pour la mobilité. Et voilà le point vraiment crucial à retenir. L'écart fonctionnel entre les deux est en fait bien plus grand que le simple écart de poids. Bon, mais cette spécialisation, elle n'est pas tombée du ciel. Pour comprendre d'où elle vient, il faut faire un petit voyage dans le temps et s'intéresser à un changement absolument majeur dans notre environnement préhistorique. Alors, que se passe-t-il quand la chasse change? Eh bien, la réponse, elle est là. Elle est dans le type de gibier que nos ancêtres chassaient, dans le monde qu'ils habitaient il y a plus de 12 000 ans. Il faut imaginer 2 époques. D'abord, le Pléistocène. Là, pour chasser des mammouths, des bêtes gigantesques, il fallait une force explosive, de la puissance brute. Et puis, à l'Holocène, le monde change. Le gibier devient plus petit, plus rapide. La chasse demande alors autre chose, de l'endurance, du pistage et de la technologie. L'extinction de ces géants a donc complètement changé la donne. Et cette frise chronologique, elle résume parfaitement ce basculement. On passe d'une chasse basée sur la puissance pure à une chasse qui valorise l'endurance et la technologie après la grande extinction il y a environ 12 000 ans. Alors, quelles sont les conséquences? C'est simple. La pression de sélection pour la force explosive a diminué. L'endurance, la stratégie, l'utilisation d'outils, tout ça est devenu bien plus important. Pendant ce temps, les rôles comme la cueillette sont restés relativement stables. Le résultat? L'écart physique entre les sexes s'est resserré. La physiologie masculine s'est tout simplement adaptée. Cette adaptation physique, c'était vraiment la fin d'un monde. Mais ce n'était que la première évolution. Une autre, bien plus profonde encore, était en marche. Et celle-là, elle allait carrément réécrire toutes les règles de la société humaine. L'invention de l'agriculture, ce n'était pas juste une nouvelle façon de se nourrir. C'était une véritable révolution dans les relations humaines. En devenant sédentaires, les humains n'ont pas seulement semé du blé, ils ont semé les graines d'un ordre social entièrement nouveau. Et ce tableau, il est au centre de tout ça. Avant, on avait des tribus nomades, une filiation souvent maternelle et un pouvoir partagé. Après l'agriculture, tout bascule. On devient sédentaire, la propriété privée apparaît, et avec elle, le besoin de savoir qui hérite de quoi. La sexualité devient donc régulée, la filiation paternelle et le pouvoir hiérarchique. Un changement radical. Ce nouvel ordre social, il a forcément exigé un nouveau type de relation entre les hommes et les femmes. Une relation basée sur la stabilité, sur le contrôle. On pourrait parler d'une nouvelle symbiose humaine, mais aussi d'une forme de domestication. Il y a cette phrase un peu provocatrice qui dit « Pour que l'homme cultive la terre, il a dû apprendre à cultiver la femme ». Elle résume assez bien l'idée. Le contrôle de la reproduction, que ce soit celle des plantes, des animaux ou des humains, est devenu absolument central. Et c'est fascinant de voir que même nos mots portent la trace de cette histoire. Prenez le mot latin domus, la maison. Il a donné dominium, le pouvoir de posséder, et de là, la domestication. On voit bien comment l'idée de foyer est devenue indissociable de l'idée de possession et de contrôle.
Mais attention, il faut bien comprendre que ce n'était pas à sens unique. On parle d'une domestication réciproque. En échange de cette nouvelle stabilité, les hommes aussi ont dû faire un sacrifice, celui de leur liberté nomade. Ils se sont en quelque sorte domestiqués eux-mêmes, en s'enchaînant à la terre et au cycle du travail, une nouvelle cage sociale bien plus rigide. Et cet arrangement, cette symbiose née au néolithique, eh bien, elle a tenu pendant des millénaires. Elle a dicté les règles des relations humaines pendant une durée incroyable. Mais aujourd'hui, tout cet édifice est en train de se fissurer. Alors pourquoi ce contrat néolithique est en train de se briser? D'abord, les changements économiques. Le capitalisme voit les individus comme des unités économiques. Ensuite, l'individualisme culturel. L'épanouissement personnel prime sur le devoir. Et enfin, une mémoire historique. On prend de plus en plus conscience des inégalités du système. Bref, le monde qui a donné naissance à ce contrat n'existe plus. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour notre avenir. Notre code néolithique est en train de voler en éclats. Alors que ces règles, vieilles de 10 000 ans, s'effacent, une question immense se pose. Quelle nouvelle symbiose allons-nous écrire pour demain ?